beat. Come on, you dancers, on your feet. The winners get surprised, as you all know, and we pick them by the speed and the class they show. Let's go! J'ai toujours été fasciné par l'époque swing, parce que c'est à ce moment-là que le jazz est devenu populaire. Le swing, c'était la joie, tout simplement. Sa formule rythmique était parfaite. Le swing a libéré la musique de danse de la mainmise des éditeurs. On les appelait orchestre swing, parce que quand ils jouaient, ça balançait, les gens tapaient du pied et avaient envie de danser. J'estime que c'est la batterie qui est à la base du style swing. Le swing a été pendant plus de 15 ans la forme musicale la plus populaire d'Amérique. Ce fut le véhicule du formidable optimisme dont le monde avait grand besoin après les années dépressives de 29 et l'annonce d'un esprit nouveau qui donna son nom à l'époque swing. Les musiciens swing ont commencé à Kansas City et dans les nouveaux États de l'Ouest et du Sud, eux-mêmes anciens territoires indiens qu'on appelait encore les territoires. Et c'est pourquoi d'ailleurs ces orchestres étaient connus sous le nom de Territorial Band. L'un des plus célèbres fut le Eleven Cloud of Joy, dirigé par le tubaïste Andy Kirk. Les Territorial Bands étaient de types très différents. On vous engageait en fonction d'une qualité bien précise, pour votre style. Par exemple, et il y avait un tas de styles à l'époque, car on jouait du Texas au Minnesota. On avait quelques engagements entre Kansas City et Chicago, par exemple à Hannibal dans le Missouri, à Springfield et à La Salle dans l'Illinois. En allant là-bas et en remontant, on faisait des cachets un peu partout. Snub Mosley fut un contemporain d'Andy Kirk. Il a joué dans bon nombre de Territorial Bands. Je pense que les orchestres du Texas et de Kansas City furent vraiment parmi les tout premiers. Oui, je crois que c'est Kansas City qui exerçait une influence fondamentale avec des types comme Benny Moten, par exemple, qui avait commencé avant Basie. Il faut aussi garder à l'esprit que la danse était à peu près le seul plaisir populaire. Et il y avait dans le Sud des tas de salles de bal, des petites, des moyennes, des grandes. Les orchestres prenaient leur pied à jouer pour des gens qui connaissaient leurs disques et leur demandaient des morceaux bien précis. Pour vous donner une idée, il y avait un groupe d'habitués qui se plaçait près de nous et qui demandait « Jouez-nous tel ou tel truc ». Ils connaissaient à fond nos morceaux. Je leur disais « Comment voyez-vous ça ?» Et ils me donnaient le tempo qu'ils voulaient. J'étais sidéré. Le swing s'est mis à faire danser et taper du pied toute une nation à peine convalescente. La mentalité des gens se transformait et la musique évidemment en fit autant. New York et Harlem en particulier attirèrent la nouvelle vague. Andy Kirk fut un des tout premiers. À Harlem comme ailleurs, dans les années 30, c'était la crise. Mais j'en ai réussi à continuer à travailler avec une formation réduite de 12 musiciens. Parfois ça clochait un peu, mais l'essentiel c'était d'avoir conservé l'orchestre. Et c'était capital, parce qu'il allait se passer beaucoup de choses. Illustrés par les grands orchestres blancs tels que Benny Goodman et Tommy Dorsey,
le swing se fixa à New York dans la 52e rue, qui devint sa capitale. J'étais le vrai patron de la 52e rue. J'ai vécu bien des années dans ce coin. C'était la rue du bon vieux swing. Chaque jour, les clubs du coin étaient bourrés. Le Street Joyce, le Kelly Stable, le Brown Derby et bien d'autres. Certains musiciens se sont fait un nom qui dépasse singulièrement le style et l'époque qui les ont signalés au public. C'est le cas du batteur Gene Krupa, considéré comme l'exemple type du batteur swing, sans doute à cause de son jeu et de ses chorus spectaculaires. En fait, Gene Krupa, aujourd'hui décédé, c'était beaucoup plus que cela. Le représentant blanc d'une école de grands drummers noirs, dominée par Chick Webb et Joe Jones. Bien sûr, j'arrivais de Chicago. Et il y avait là-bas Baby Dots, Dave Toss, George Wakelin, Zutty Singleton, Tubby Hall. Ensuite, à New York, j'ai subi principalement l'influence de Chick Webb, mais aussi de Manzi Johnson et Cozy Cole. Sans parler de la 52e rue elle-même, où Count Basie faisait un malheur. L'orchestre de Bill Count Basie avait défilé tout au long de sa longue carrière un grand nombre de musiciens différents. Mais pour les puristes, l'orchestre de Basie classique, le Grand Basie, c'est celui qui a joué de 1936 à 1943, une définition vivante du swing. Jouer ou avoir joué chez Basie, c'était pour un musicien à la fois la consécration et un sérieux pédigré pour l'avenir. John Hammond, un producteur de génie à qui on doit notamment les premiers disques de Billie Holiday, découvrit Count Basie. Il le fit venir à New York et le lança. J'avais entendu parler de Basie quand il était pianiste chez Benny Moten. Ils ont joué au Lafayette Theatre à New York en 1931. J'étais là. Et Basie m'a complètement sidéré. Pourtant, il n'était même pas le premier pianiste dans l'orchestre. Mais déjà, j'étais conquis. Et puis, longtemps après, en 1936, j'écoutais la radio une nuit dans ma voiture et je l'ai réentendu avec sa fantastique petite formation. Et je me suis dit aussitôt, c'était vraiment le plus grand orchestre de jazz que j'ai jamais entendu. À l'époque, le métier c'était de jouer dans les boîtes, les dancing. Il fallait avoir un orchestre capable de remplir une salle de bal. Au Roseland, l'orchestre a eu quelques problèmes. Il détonnait sérieusement, les gars avaient de mauvais instruments. Mais les danseurs, eux, furent immédiatement conquis parce que ça swingait. La plupart des musiciens ne lisaient pas bien la musique. Ils étaient très forts sur des thèmes comme One O'Clock Jumps ou Jumping at the Woodside ou d'autres arrangements classiques. Mais quand ils devaient jouer les nouveaux airs à la mode, ils se cassaient la figure. 2 mois après celle du Roseland, j'étais à la soirée d'ouverture de l'Apollo. Et là, aussitôt que l'orchestre s'est mis à jouer l'indicatif de l'Apollo, l'affaire fut dans le sac. Cette première soirée fut tout bonnement incroyable.
Évidemment, pour moi, le plus important dans le jazz, c'est l'improvisation. Et il n'y avait plus chez Basie que jamais dans tout le jazz auparavant. Les arrangements n'étaient qu'une sorte de soutien pour les chorus des grands solistes de l'orchestre. Chez Basie, le soliste était roi. Je suis à New York pour enregistrer des musiciens d'époque swing. Je pense qu'il est très important de les enregistrer aujourd'hui, parce que certainement, d'ici 5 ou 6 ans, il sera trop tard. Les accidents ont été nombreux et il ne faut pas oublier que beaucoup de musiciens vont sur leur soixantaine. Bien que travaillant normalement pour ces sessions, avec un groupe d'ex-musiciens de Basie, je n'essaierai pas de faire revivre en quelque manière le son original de l'orchestre des années 30. C'était un son unique pour l'époque. Aujourd'hui, bien sûr, le règne du swing est révolu depuis longtemps et ses survivants ont eu des destins divers. La vie n'a pas été formidable pour tout le monde. Et quand autour d'eux, ils regardent aujourd'hui la scène musicale pour laquelle d'ailleurs ils n'éprouvent qu'une sympathie mitigée, ils doivent s'étonner de voir tout ce qui a définitivement disparu. Et s'ils se retrouvent vraiment entre eux pour jouer, ils doivent avoir l'impression de jouer un requiem mortuaire. Quand Dickie Wells n'était pas en tournée avec Basie, Harlem était son champ d'action idéal pour jouer. Maintenant, c'est simplement son quartier. C'est un studio avec kitchenette. C'est vraiment petit. Ma femme est petite et notre espace vital est petit, mais on peut s'arranger jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de plus grand. J'ai été cambriolé 2 fois, mais malgré tout, les voisins sont bien. Ce n'est plus le même Harlem qu'au temps des beaux jours du swing. Aujourd'hui, Harlem ne nourrit plus son homme. Les engagements s'y font rares. Aussi est-ce dans le quartier des affaires, à Wall Street, qu'il a trouvé un job comme commis d'un agent de change. Incontestable géant du jazz, Dickie Wells a influencé des générations de trombonistes. Le critique de jazz André Oder n'a-t-il pas écrit sur lui un élogieux essai intitulé « L'imagination romantique de Dickie Wells » ?
Buddy Tate est un excellent musicien, un grand spécialiste du blues. Encore que, c'est tant mieux pour lui, parmi les ex-musiciens de Busy, il soit un de ceux qui ait le moins de raison d'être bluesy, c'est-à-dire triste. Je dois dire que j'ai eu plus de chance que bien des musiciens de cette époque-là. J'ai été 20 ans au Celebrity Club. Je suis allé en Europe et j'ai toujours beaucoup travaillé. Je travaille en ce moment et j'ai des contrats pour au moins 6 mois. Il avait fait dans sa jeunesse un voyage dans le sud-ouest, patrie du blues, d'où sortit une lignée de grands saxophonistes ténors dont le style est caractérisé par un son plein et rond et par une attaque directe et franche. J'aime mon instrument. Si j'ai le cafard, je prends mon sax et je joue pour moi et tout s'arrange. Ça me relâche complètement l'esprit. Ça fait partie de moi. C'est ce que j'ai toujours fait. Et c'est tout ce que je sais faire. J'ai d'abord connu sa sœur. C'était une bonne copine. Et puis, nous nous sommes rencontrés, elle et moi. Et voilà. Le coup de foudre. Nous nous sommes mariés et il est entré chez Busy en 1939.
Art Farmer, un trompettiste moderniste et d'une autre génération, avait coutume de dire en parlant de Buck Clayton: « J'espère pour mon équilibre mental que j'entendrai un jour Buck Clayton faire une fausse note. » Jusqu'à maintenant, cela n'est jamais arrivé. Buck développait des idées logiques et articulées dans ses chorus, mais l'émotion et la passion, contrairement à ce qu'ont dit certains critiques, n'en étaient pas absentes. Il avait su faire évoluer son style avec le temps, aussi quand la maladie le força d'abandonner il y a quelques années. Ce fut vraiment un drame pour lui et pour ses admirateurs. J'avais tellement d'ennuis de santé il y a 2 ans que je ne pouvais rien faire d'autre, excepté rester chez moi, à attendre et récupérer. Pendant 6 mois, je n'ai rien fait, sauf regarder la télé toute la journée ou aller dans un bar. Un jour, j'en ai eu assez de tout ça. Je suis allé au syndicat et ils m'ont donné quelque chose qui n'est pas trop dur à faire, surtout du travail de bureau. Les copains viennent me voir, les vieux, les copains de chez Basie, Dickie Wells, Earl Warren, Buddy Tate. Joe Newman présente Buck Clayton à ses élèves dans une école de Harlem. C'était un grand trompette dans l'orchestre de Count Basie quand Basie était l'avant-garde du jazz. Je veux parler de Buck Clayton. Et je vous demande, messieurs, de saluer Buck. Je pense que vous avez beaucoup de chance que des gens de ce calibre viennent vous faire partager leur savoir et leur expérience. Buck Clayton a vraiment fait tout son possible pour que je rentre dans cet orchestre. Et comme tous les jeunes qui viennent étudier avec moi et qui se sont donné un but à atteindre, pour nous, Buck avec Basie et aussi Lester Young, Harry Edison et d'autres étaient ceux qu'il fallait égaler et qui nous montraient la voie. Ils occupaient toute la scène. Et naturellement, tous les jeunes musiciens rêvaient du jour où ils seraient capables de jouer avec eux. À cette époque, Buck fut malheureusement mobilisé et c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans l'orchestre à sa place. Joe Newman joua chez Basie pour la première fois en 1943, mais son principal engagement commença en 1951 jusqu'en 60. C'est probablement lui le plus qualifié pour faire la liaison entre les 2 générations de musiciens de Basie. Quand il commença, en effet, les grands orchestres étaient là pour fournir aux jeunes musiciens une expérience nécessaire et essentielle. Depuis que les conditions ont changé, Joe Newman est pleinement conscient des problèmes posés par l'apprentissage du jazz. Tous les samedis matins, il s'occupe d'une classe de trompette dans une école de Harlem. Une fois dans l'orchestre, j'ai découvert que je n'avais pas besoin de me meurtrir les lèvres en remuant l'instrument pour réussir à faire ce trille. En fait, c'était assez simple, c'est ce que j'ai essayé de vous faire comprendre. Quand nous jouons des trilles, c'est plutôt un trille sur les lèvres en retrait qu'un mouvement de l'instrument. Ainsi, quand vous le jouez comme ça devient de la vraie musique. Ce n'est plus un simple bruit. Ça devient musical. Let's just try the last 4 measures. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Softer. If you fall out, stay out. Softer.
Softer. No, that's good. I'm rather pleased with that, really, because I really did improve on it, you know. But now you're going to have to continue to do this. You understand? C'est mon studio de travail. Qu'est-ce qu'il y a ici? La grosse caisse, la caisse claire, les 2 tomes, les 2 cymbales et la charlet. La première fois que John Jones m'a entendu, c'était à Minneapolis. Quand je lui ai dit à quel point j'aimais sa façon de jouer, il m'a répondu « Mon vieux, j'essayais de jouer comme vous. » Et moi, en fait, j'essaie de jouer comme lui. Ainsi, chaque fois que je le peux, je vais le voir et j'essaie de pomper ce que je peux. Et ça me fait plaisir de penser qu'il essaye de faire la même chose avec moi. Pour moi, en tant que batteur, Joe est lié au son unique de Count Basie. Je le salue d'un roulement. Aussi étrange que cela soit, vous entrez dans la boutique